Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 14, Gérer le doute. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. C'est probablement un des ennemis les plus présents. Je veux dire, le podcast, il porte littéralement le nom du doute des auteurs et autrices qui, bizarrement, trouvent toujours 3 millions de choses à faire plutôt que d'écrire. Mais ici, là, on va parler plutôt du doute au très long cours, c'est-à-dire sur les années. On peut, malheureusement, écrire des années sans parfois rencontrer de lectorat ou de publication, ou même quand on a une carrière, comment est-ce que cette chose se manifeste, comment elle évolue potentiellement. Bon, c'est forcément un peu quelque chose, parce que c'est tellement, je pense, consubstantiel du métier, qu'on en a forcément un peu parlé de loin en loin. Mais là, on va plus aborder de front cette question du doute et de la peur au long cours. Comment est-ce qu'on la gère? C'est une question qu'on nous a posée en ligne. Comment est-ce qu'on la gère? Comment est-ce qu'on la dépasse? Et est-ce qu'on la dépasse jamais finalement? Ça rejoint un peu à une des questions qu'on nous a posées à l'Ouest Hurlant. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui vont peut-être se recouper, mais cette question globale, sachant que nous avons quelques années de métier, cette histoire de doute, cette question de peur, est-ce qu'on la dépasse jamais? Et comment elle se gère le cas échéant? Est-ce que même d'ailleurs faut la gérer finalement? Est-ce qu'elle se dépasse? Je crois pas. En fait, c'est à peu près ma réponse sur le sujet. J'ai pas souvenir d'avoir déjà réussi à dépasser ce doute, et encore maintenant, j'ai 20 ans d'expérience. Le doute est là quasiment à chaque stade, et à chaque fois que je m'arrête d'écrire, il y a je sais pas. Je suis pas sûre que ça puisse se gérer ou se dépasser, en fait. Du coup, la question me laisse un peu, pas perplexe, mais un peu incapable de répondre, parce que pour moi, le doute, j'ai appris que c'est pas parce que je doute d'un projet qu'il est mauvais, que c'est pas parce que j'ai l'impression que j'y arrive pas que je n'y arrive pas, et que une fois que tu t'es rendu compte que le doute était là à chaque fois, tu essaies de pas l'écouter et t'y arrives pas toujours. L'an dernier, j'ai galéré un peu sur un texte à écrire que j'ai laissé de côté parce que j'ai toujours pas réussi à lui donner forme de manière satisfaisante, et je me suis repris une espèce de vague, de tsunami de doute comme j'avais pas eu depuis des années. Alors pourtant, je sais à peu près écrire, je sais à peu près normalement, je pense. J'étais étonnée par l'intensité du truc, et on s'en débarrasse pas en fait. Donc on apprend que simplement, il n'y a pas corrélation entre l'intensité du doute et l'intensité du ratage ou du non-ratage. Mais je serais intéressée de vous entendre là-dessus, pour le coup, savoir si c'est une impression universelle. Oui, j'ai l'impression, en tout cas, tous les auteurs à qui je parle, je sais pas ce qu'en pense Lionel, mais c'est le grand secret pour tous les jeunes auteurs qui nous écoutent. On doute tout le temps, toujours. Voilà. Même après, à 15 ans, 20 ans, etc. Et je croise des auteurs, ils ont 40 ans de métier, ils doutent encore. Vous êtes mal barrés. Maintenant, très rapidement, pour moi, par exemple, il y a se connaître qui aide. Par exemple, je sais que moi, j'ai un moment de doute absolu au milieu du manuscrit en général. Mais vraiment, c'est le moment où je me dis, j'arriverai plus à rien, je suis nulle, etc. Mais je sais que ça m'arrive toujours, et j'ai un entourage qui me le rappelle. Ça aide. Il y a le doute qui nous suit quand on tente de nouvelles choses, quand on a peur ou d'être pas assez, ou d'être trop loin de sa zone de confort, ou de se répéter, ou n'importe quoi. Donc disons, il y a le doute qui nous accompagne toute la vie. Pour moi, un truc qui aide, c'est de savoir que tout le monde l'a déjà. Et mine de rien, il y a une valeur aussi d'aiguillon au doute. C'est-à-dire que le doute, c'est aussi ce qui va nous pousser à pas être confortable, à pas se reposer sur nos lauriers. Et ça, quand même, c'est cool. Et par moments, quand je vois certains auteurs qui sont très contents d'eux-mêmes et que je lis leur roman, en général, je lis de l'eau tiède. Donc, le doute, ça aide pas mal quand même aussi. Le tout, c'est de pas se laisser bouffer par lui. Dans mon cas, un entourage sympa aide. Et après, il y a une deuxième forme de doute qui est pas tout à fait la même, qui est quand vous commencez à avoir un parcours dans l'édition. Et ça, je le vois aussi dans les amis auteurs. Vous allez parfois avoir des coups très durs qui vont vous arriver. Je vous le souhaite pas, mais objectivement, c'est hyper dur à éviter. Et là, dans ces moments-là, il y a des moments où vraiment il y a des éditeurs qui peuvent vous casser, quel que soit votre parcours. Et ça m'est arrivé relativement récemment, après 10 ans d'écriture et plus. Il y a toujours un mauvais éditeur ou un éditeur qui est pas approprié qui va pouvoir vous casser. Et dans ce cas-là, comment faire pour rebondir? Là, c'est vraiment plus compliqué. Il y a une part de chance, il y a une part, encore une fois, d'entourage sympa. Et ce que j'allais dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais dites-vous qu'on est plein à être passé par là.
Dites-vous que c'est pas le fait que vous doutez qui va faire votre valeur en tant qu'auteur, parce qu'on doute tous, mais je sais que c'est dur. J'ai vu des auteurs qui étaient cassés par ça, par le doute que par moment, ce milieu, certains éditeurs peuvent vous mettre sur vous-même. Je voudrais juste vous dire, vous laissez pas casser par ça. Oubliez pas pourquoi vous écrivez. Oubliez pas ce qui vous pousse. Oubliez pas. Essayez les moments où ça va bien, les moments où vous avez un super beau truc, de vous raccrocher à votre passion première pour l'écriture. Et quand ce milieu qui peut être génial, mais qui peut être terrible par moments, vous met sur la route de gens qui vous cassent, essayez de vous raccrocher à ça de toutes vos forces, à ce petit cœur de lumière pour lequel vous écrivez. Ou ce petit cœur très sombre et saignant si vous faites du roman d'horreur. Vive les petits cœurs sombres et saignants. Pour rebondir à un truc que disait Estelle, c'est drôle parce que je me faisais la réflexion avant que tu parles, que j'ai toujours eu une espèce de méfiance instinctive des auteurs ou des artistes en général qui ont un discours qui paraît extrêmement assuré et où on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour le doute. J'ai une espèce d'alarme qui s'active dans ma tête. Alors, des fois, c'est juste le discours et en réalité, la personne est pétrifiée de trouille, il le montre pas. Mais il y a toujours une partie de moi qui se méfie des gens qui ne doutent pas. Dans un processus créatif, en tout cas. Clairement, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'on a le souci de bien faire, en fait. C'est la base du truc. Alors, effectivement, tu l'as très bien dit, Estelle, il faut pas que ça arrive au point où ça paralyse. Alors, pour répondre à la question d'origine, est-ce que le doute s'aggrave? Bah voilà, j'ai vendu la mèche. Est-ce que c'est pour moi, oui, ça grave. Je suis hyper sujet à l'effet de Dunning-Kruger, en fait, qui dit que je crois que tout est possible quand tu ne sais rien de quelque chose. Et en fait, plus la compétence augmente, plus tu te rends compte de ce qui reste à apprendre et de quoi faire. Et en ce qui me concerne, j'ai encore pas tout à fait, je suis pas encore atteint. Il est censé y avoir une courbe dans l'effet de Dunning-Kruger où tu finis par dominer suffisamment le truc pour te sentir un peu plus à l'aise. Je suis toujours pas atteint. Je sais pas si je l'atteindrai un jour. Mais du coup, effectivement, c'est le reflet qu'on a envie de bien faire. Mais par contre, si ça tombe dans le perfectionnisme ou dans le fait de réécrire éternellement le premier paragraphe, alors à ce moment-là, effectivement, la peur domine et c'est pas non plus l'idée. Rapport à toutes ces histoires de doute et malheureusement le monde dans lequel on vit, hyper connecté, avec malheureusement l'énorme facilité, on en parle de loin, on en a parlé de loin en loin, l'énorme facilité à se comparer aux autres à travers les réseaux, etc., nous pousse dans un mode de fonctionnement qui oriente la création énormément vers le résultat. Et à mon avis, c'est délétère. Alors, bien sûr que, évidemment, on fait quand même ça. Alors, il y a des gens après qui écrivent pour leur tiroir et qui sont très contents, et voilà. Hein, mais quand même, globalement, on écrit plutôt pour être lu et souvent pour être publié. Et il y a une espèce d'orientation vers la finalité de la création qui est extrêmement sensible, je pense, dans toutes les formes d'art, dans l'écriture, et qui me semble délétère. Personne ne voit de problème au fait de se dire, je joue de la guitare, je vais prendre ma guitare pour jouer de la guitare, juste parce que j'aime jouer de la guitare. Toute la guitare que je joue n'est pas censée être destinée à être jouée sur une scène pour des millions de personnes. Et l'écriture ne devrait pas faire exception à ça non plus. L'écriture, c'est aussi avant tout un processus. Je vais pas repartir sur mon truc en plus que j'ai développé dans un des épisodes dans cette saison, en plus sur de l'Ouest Hurlant, sur l'importance du processus, etc. Mais c'est ce que Dean Wesley Smith dit. J'ai fait une masterclass avec lui sur la voix critique, le danger de la voix critique. Et il résume les choses à ce discours qui, pour moi, est très important. Les problèmes commencent quand l'écriture devient importante. Mais importante au sens importante pour la réception, importante pour autrui, importante pour qu'est-ce qu'on va penser, comment ça va marcher, comment ça va être reçu. Alors, évidemment, dans le cadre d'une carrière et d'une optique professionnelle, à un moment, il faut se poser ces questions-là, mais ça va probablement plus être, à mon avis, au stade de la correction. Et la paralysie, elle peut intervenir au premier jet. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de premier jet, il peut rien y avoir d'autre. Il peut pas y avoir de correction, il peut pas y avoir de réévaluation du truc. Donc, cette espèce de doute sur la pertinence de, est-ce que, par exemple, je vois souvent des gens en ligne qui se disent, est-ce que je suis fait pour ça? Mais on s'en fout, en fait. C'est pas la question. Est-ce que t'aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as plaisir à le faire dans le processus? C'est la première question. Alors, techniquement, 2-3 pistes, en tout cas techniquement, qui moi m'aident déjà, c'est avant toute chose de casser l'histoire de comparaison. Qu'est-ce que l'autre il a fait de ça? On s'en fout. Chacun fait son truc. Il ou elle le fait de la bonne manière. Il n'y a pas de récompense parce que j'ai produit X mille signes dans la journée, etc. Vous savez pas
dans quel état sont les signes du copain, etc. Un autre truc aussi qui est tout con, hein, mais qui pour moi est super important, c'est de consommer et apprécier de la fiction qu'on aime, simplement pour se remettre en connexion avec ce que tu disais, Estelle, le plaisir de créer, c'est-à-dire que souvent on crée parce que waouh, on a vu des trucs qui étaient trop bien et on se dit mais les sensations que j'ai ressenties en lisant ce bouquin, en voyant ce film et tout, waouh, ça m'a fait tellement quelque chose, j'ai envie de pouvoir vivre ça et transmettre ça à mon tour, se reconnecter à travers ça en lisant, en consommant des bonnes histoires, c'est con, hein, mais mine de rien ça aide. Alors là aussi, hein, faites attention à pas vous dire ah ouais non mais machin il a fait tel truc, je ne saurais jamais le faire. On s'en fout. Déjà vous savez, on a parlé plein de fois dans les épisodes précédents, on sait pas comment on est reçu. Donc faites votre truc avec le plaisir. Faut aussi au quotidien, moi un truc qui m'aide énormément, c'est pour se remettre dans une session d'écriture, il y a une part de reprise de contact à mon avis avec le projet, parce que un projet complexe peut nécessiter quelque part d'être rechargé en mémoire pour reconstruire toutes les constructions. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres avec ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal, qu'il me faut un certain temps. Je suis un vrai diesel. Il me faut du temps pour, en gros, recharger le programme en RAM, quoi, et reconstruire toutes les constructions mentales qui sont parfaitement évidentes à la fin d'une session d'écriture. Mais le lendemain, il faut que je refasse ce travail de reconstruction. Donc, donnez-vous le temps et acceptez que des fois, il faut le faire. Et ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. Chez moi, ça peut prendre jusqu'à 2 heures dans une session d'écriture pour un projet complexe comme les Dieux sauvages. Et enfin aussi, et on a tout un épisode là-dessus, je vous renvoie dessus, c'est accepter des fois de ne pas écrire. Juste pour accepter, non, mais là, ok. Mais le faire en conscience. C'est-à-dire que si vous le faites, vous n'avez pas le droit de vous sentir coupable, de vous dire je le fais pas. Si vous dites je devrais le faire, c'est que vous n'êtes pas en conscience et que vous n'êtes pas clair avec vous-même. Donc soit vous faites le choix, c'est comme disait Yoda, fais-le ou ne le fais pas. Je viens de penser à un cas de figure où le doute chez moi peut être vraiment paralysant. C'est pas tellement au stade de l'écriture ou de la conception du texte. C'est une fois que le texte a été envoyé au bêta lecteur, bêta lectrice, ou qui rencontre le lectorat, et que je reçois des retours qui sont tellement contradictoires entre eux que j'ai l'impression que les gens ne parlent pas du même texte. J'ai plus souvent statistiquement l'habitude qu'il y a une tendance générale qui se dégage, je dirais, des retours sur un texte. Et quand je reçois des retours très contradictoires, comme ça m'est arrivé assez récemment, je ne sais plus ce que j'ai fait, je ne sais plus avec qui je suis d'accord. Je peux arriver à un stade comme ça où je perds tous mes repères et ça peut me freiner complètement dans l'élan créatif. Je ne sais pas si vous avez, vous, ce genre de problème et il y a des moyens de le gérer. Moi, le truc le plus manifeste que j'ai eu avec ça, c'est ce qui était la toute première version de Port-d'Âme. J'étais déjà en tracation avec mes autres maisons d'édition à l'époque. J'ai eu des retours. Moi-même, je sentais pas le truc. Je voyais pas ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'est juste le recul et l'expérience qui m'a permis de laisser décanter et de comprendre ce que devait être ce projet-là, qui n'était pas ce que la maison d'édition avec qui j'avais discuté m'avait recommandé de faire et qui n'était pas leur retour. Mais moi, j'avais pas été capable de l'articuler et du coup, je pouvais pas le faire techniquement à la correction, forcément, derrière. Donc, ça a juste été l'expérience, les outils, la technique et le recul. Le danger de ce truc-là, c'est que, au moment où j'ai été prêt à retravailler le truc, c'était l'énergie d'un manuscrit qui avait 8 ans. Et donc, il a fallu que je fasse un travail extrêmement conscient de, entre guillemets, collaboration avec un auteur mort, c'est-à-dire moi-même, il y a 8 ans, qui parlait de choses qui n'étaient plus mon horizon à ce moment-là. Donc, d'essayer de bien être respectueux de l'énergie d'origine du manuscrit en apportant la maîtrise technique du mec que j'étais devenu plus tard. Ça s'est plutôt pas trop mal marché parce que le bouquin a marché, mais j'en ai réécrit les 3/4. Mais il a fallu que j'ai le recul pour comprendre ce que ce truc-là devait être. Et je l'avais pas, en fait. Disons, ça va un petit peu rejoindre ce que vous avez dit. Quand il y a, alors j'ai eu un peu sur d'autres, comment dire, d'autres trucs que Lionel, mais le côté effectivement éditeur qui demande des trucs qu'on comprend pas et qui en fait sont pas ce qui correspond au projet. Et là-dessus, déjà prendre du recul. Et on l'a tous dit, mais prendre du recul, c'est bien. Ayez une vie en dehors de l'écriture, c'est très important. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Ou si vous avez un travail à côté, ayez une vie en dehors du travail et de l'écriture. Parce que souvent, c'est votre vie en dehors de l'écriture qui, même par moment, va vous permettre de prendre le recul que vous auriez pas pris tout seul, forcément. Et par exemple, je me suis rendu compte d'une correction édito qui marchait pas, d'un éditeur qui était pas sur la même longueur d'onde, parce que je suis allée faire complètement autre chose que de l'écriture, parce que la vie m'a entraînée ailleurs. Et tout à coup, là, pouf, l'esprit qui était plus en train de s'accrocher à ses corrections édito comme un noyé à son radeau,
Il a laissé partir le radeau et il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de tempête, mais que c'était le radeau le problème. Voilà, je sais pas si je suis méga claire. Mais bref, prenez du recul, ayez une vie en dehors de l'écriture. Vraiment. Et dites-vous que le doute, vous vivrez avec, mais pour le coup, si vous faites une comparaison dans votre vie, dites-vous qu'on est tous pareils. Donc voilà, faut apprendre à l'apprivoiser. Et petit truc que je tiens à dire aussi pour les femmes qui nous écoutent, les filles, les autrices. Donc et toutes celles qui ont été voilà. Donc et aussi disons toute personne qui a grandi, sociabilisé filles à l'école, au collège, etc. Il y a ce syndrome de la bonne élève qu'on met aux filles, qui nous apprend à être méga perfectionniste, à jamais être contente de notre boulot, à toujours refaire des tours de correction, à toujours sous-estimer nos points forts et toujours essayer de se trouver des points faibles. Et ça, c'est un truc qui est hyper genré dans l'éducation. Et ça, c'est un vrai problème. Et je vois beaucoup de jeunes autrices qui l'ont alors qu'elles font des trucs géniaux. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais pour le doute, c'est pareil. Essayez de reconnaître la part qui vient aussi d'une éducation genrée qui est encore problématique aujourd'hui. Voilà, les filles, vous doutez souvent plus que les mecs. Prenez-en conscience, ça aide à aller mieux. Prenez la grosse tête, les filles. Et en plus, récemment, les stats montrent que les filles réussissent mieux à l'école. Donc, il y a doublement pas de raison, en fait. Petite citation pour terminer. Ce que les auteurs font le mieux, c'est trouver des moyens pour éviter d'écrire. Alan Dean Foster. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.